1 million de personnes revenues et 28 bataillons redéployés, pourtant le nord du Burkina Faso reste enveloppé d'un silence méfiant, presque incrédule. Dans ces villes naguère vidées par la peur, les puits coulent de nouveau, les marchés improvisés s'étirent, les écoles rouvertes bruissent de voix d'enfants, tandis que les routes se remplissent de convois ordinaires. Que révèle vraiment cette bascule pour ceux qui regardent d'Ibrahim Traoré transformer la guerre en dignité partagée? Car derrière ces chiffres répétés, c'est un pays entier qui teste, à ciel ouvert, une autre manière de vivre la sécurité. Le renouveau visible au nord ne suffit pas en lui-même. Il annonce une promesse plus profonde, celle d'un pays qui tente de convertir chaque avancée sécuritaire en amélioration concrète du quotidien. La valeur d'un tel engagement tient en 10 mots précis. La stabilité n'a de sens que si elle améliore la vie quotidienne, un principe devenu fil conducteur de l'action publique. Dans cette perspective, l'enjeu dépasse largement les statistiques, car il s'agit de comprendre comment un territoire meurtri peut redevenir un espace de confiance où familles, commerçants et cultivateurs recommencent à se projeter. Mais le risque demeure tangible. Sans continuité, une dynamique peut s'essouffler et les villages encore fragiles pourraient replonger dans l'incertitude. Une question s'accroche alors comme un fil tendu. Si tant de signes montrent un redressement réel, pourquoi la perception extérieure semble-t-elle toujours hésitante? Ce décalage constitue un point de rupture possible. Entre ce que les habitants vivent et ce que l'on raconte ailleurs se joue la crédibilité même d'un modèle en reconstruction accélérée. Un détail manqué peut tout faire basculer. Deux révélations surgissent dès l'ouverture. En moins de 18 mois, plus d'1 million de déplacés sont revenus et 28 bataillons ont repris les zones rouges. Ces deux chiffres, mis côte à côte, créent une tension féconde. Ils prouvent un retournement massif, mais laissent encore flotter une interrogation sur la profondeur réelle du changement. C'est dans cet écart entre progrès mesuré et réalité vécue que se déploie l'essentiel de la transformation observée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Au nord, la poussière qui autrefois recouvrait routes, puis taris et concessions abandonnées cède aujourd'hui la place à des gestes varotes familiers. Femmes puisant l'eau, marchands installant leurs étals improvisés, enseignants rouvrant des classes désertées depuis des années. Cette renaissance visible n'est pas une coïncidence. Elle découle d'une stratégie pensée comme une chaîne d'action. Sécuriser, stabiliser, reconstruire, puis transférer la confiance aux habitants eux-mêmes. La méthode suit une logique simple mais exigeante. Aucune reconquête n'a de valeur sans un bénéfice social immédiat. En observant le terrain, un élément frappe: la présence simultanée des unités militaires et des volontaires civils. Dans les villages reculés, cette présence double n'intimide pas, elle rassure. Les soldats nettoient les ruines, relancent les puits, rétablissent l'électricité. Les équipes civiles réorganisent les marchés, réparent les écoles et soutiennent les premières récoltes. Le tout fonctionne comme un système à deux couches, conçu pour réactiver la vie quotidienne plutôt que simplement occuper le territoire. Ce dispositif génère des effets en cascade. Là où les routes étaient désertes, les convois de vivres circulent de nouveau. Là où les troupeaux avaient disparu, les enclos se remplissent. Et là où les familles vivaient confinées, elles recommencent à cultiver, échanger, enseigner, rire. La cohérence entre action militaire et reconstruction locale crée un socle nouveau, plus solide, où la souveraineté cesse d'être une abstraction. La boucle d'attente ouverte au début du processus se referme ici. Ce qui semblait un paradoxe n'est plus une contradiction, mais un processus ordonné, lisible et reproductible. Dans la plupart des villages du Nord, un visage et une méthode servent de fil conducteur, celui d'un guide qui articule l'action militaire et l'accompagnement civil
pour transformer chaque zone sécurisée en espace de reprise immédiate. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, cette approche duale se manifeste par une présence continue sur le terrain, attentive, presque domestique, où soldats et volontaires travaillent côte à la côte. L'objectif n'est pas seulement de tenir un périmètre, mais de réanimer les gestes essentiels de la vie courante. Le premier microcase apparaît à Tamasco, ancien bastion terroriste. En quelques jours, les ruines sont déblayées, un puits est restauré, l'électricité provisoirement rétablie, et une école rouvre avec des instituteurs revenus d'exil intérieur. Les habitants, longtemps confinés, reprennent possession de leurs rues, puis de leurs activités. Ce retour rapide à la normalité montre comment une intervention conjointe peut déplacer en profondeur la perception de la sécurité. Un second exemple surgit dans un village voisin. Une brigade mixte composée de militaires et de volontaires agricoles creuse un puits en 3 jours. L'eau retrouvée relance instantanément l'économie locale. Les étals réapparaissent, les troupeaux reviennent, et les familles installent des cultures rapides pour consolider leurs revenus. À chaque étape, l'action visible entraîne une réponse collective. Ce rôle de guide n'a rien d'abstrait, il repose sur une succession de gestes concrets qui modifient durablement l'environnement des communautés. La conséquence se résume en une phrase. La sécurité devient utile quand elle change la vie. Le déclenchement survient brutalement. Dans les zones dites rouges, les premières unités avancent, rouvrant les pistes, sécurisent les carrefours et repoussent les groupes armés qui, depuis des années, imposaient silence et fuite. Les villages voient revenir les silhouettes en uniforme, non pas comme une force distante, mais comme un signal précis. L'État reprend pied. Les habitants sortent prudemment, observent, testent la nouvelle donne. Le basculement commence ici, dans un moment court, vif, où la peur se fissure. L'impulsion se renforce lorsque la double couche de défense est déployée. 28 bataillons s'installent dans les secteurs critiques. Ils établissent des points d'appui, nettoient les ruines, sécurisent les couloirs humanitaires. L'objectif est clair. Créer un espace continu où les civils peuvent respirer, se déplacer, reprendre les gestes essentiels. Dans dans ces premiers jours, les routes désertes accueillent de nouveau des convois, les troupeaux réapparaissent et les marchés s'esquissent en bordure des puits redécouverts. Le climax se déclenche à Tamasco. Ce village, autrefois bastion terroriste, devient la démonstration la plus visible du modèle en action. Les soldats reprennent le centre en quelques heures. Ils ne s'arrêtent pas. Ils retirent les décombres, réparent les installations électriques, réorganisent les points d'eau. Les ruines deviennent chantiers. Les écoles rouvrent. Les enfants reviennent en bandes bruyantes. Les familles installent des étals remplis de graines, de volailles, de chèvres. Le bruit de la vie remplace le fracas des armes. La montée en puissance continue avec les brigades mixtes. Militaires et volontaires agricoles avancent ensemble. Ils creusent des puits, bâtissent des abris, relancent les cultures rapides. Chaque geste produit un effet domino. La sécurité inspire la confiance stimule l'action renforce la stabilité. Dans les champs, les premières récoltes reviennent. Dans les marchés, les discussions reprennent. Dans les maisons, la nuit n'est plus synonyme d'angoisse. La dynamique, une fois lancée, devient irréversible. Le du champ se propage. Le Sahel intérieur ressent l'onde. Les familles déplacées osent revenir. Les champs abandonnés se remplissent. Les troupeaux grossissent. Les marchés s'étendent autour des points d'eau. À Tamasco, en moins de 6 mois, la production de riz augmente de 30%. Ce chiffre illustre le cœur du basculement. La sécurité facilite la vie et la vie solidifie la sécurité.
Les habitants reprennent leurs habitudes. Ils cultivent, ils élèvent, ils échangent, ils enseignent, ils rient. La méthode se systématise. Chaque unité doit laisser derrière elle une infrastructure utile, puis école, marché ou champ. Rien n'est laissé au hasard. Ibrahim Traoré suit personnellement certains déploiements, vérifie que les actions militaires se prolongent en bénéfice durable. La victoire n'est pas définie par la simple reconquête d'un territoire. Elle se mesure dans la reprise du quotidien. Le fil des événements révèle une logique simple. Une zone sécurisée ne sert à rien si elle ne se transforme pas immédiatement en zone vivante. Ici, c'est cette transformation, rapide, tangible, quotidienne, qui produit la stabilité recherchée. L'évaluation des résultats repose sur trois indicateurs clés qui structurent toute la dynamique actuelle. Le premier est le plus massif. Plus d'1 million de déplacés ont regagné leur village en moins de 18 mois. Ce chiffre marque une rupture majeure, car un retour d'une telle ampleur signifie que les familles jugent désormais les routes praticables, les nuits moins dangereuses et les espaces publics suffisamment stables pour recommencer à vivre. Chaque retour traduit un test collectif réussi de sécurité durable. Ce mouvement ne se décrète pas. Il reflète un seuil de confiance rarement atteint dans une zone longtemps fragilisée. Le deuxième indicateur confirme cette lecture. 28 bataillons ont été redéployés dans les zones dites rouges. Leur mission dépasse la présence militaire classique. Ils protègent les infrastructures vitales, organisent les couloirs humanitaires et stabilisent les secteurs où les habitants hésitaient encore à revenir. Ce déploiement massif crée un filet continu où la peur perd ses repères habituels. La logique est claire. Sécuriser rapidement, puis laisser aux communautés l'espace nécessaire pour reprendre leurs activités. Le troisième indicateur éclaire la dimension économique. Plus de 592 milliards de FCFA ont été investis dans les infrastructures rurales et la modernisation de 8 filières agricoles. Ces ressources ne visent pas seulement à réparer, elles servent à renforcer irrigation, semences, élevage, transformation et formation agricole. Chaque investissement aligne les besoins locaux avec une vision productive mesurable. Inscrit dans une stratégie à horizon long, ce financement accélère la souveraineté alimentaire en réduisant la dépendance aux importations. Ces trois métriques ne fonctionnent pas séparément. Elles se forment un système où la présence militaire sécurise les retours, où les retours justifient l'investissement et où l'investissement consolide à son tour la stabilité. Cette logique circulaire est au cœur de la méthode promue par Ibrahim Traoré. Aucune statistique n'a de valeur seule, mais leur articulation produit des effets tangibles dans la vie quotidienne. Les données agricoles en témoignent, la production de riz augmente de 11%, tandis que les importations alimentaires chutent d'un quart. L'effet paraît simple: davantage de surface cultivée, davantage de vivres disponibles, davantage d'autonomie pour les familles. Ce glissement vers la production locale n'est pas un objectif idéologique. Il répond à une nécessité vitale dans les zones longtemps coupées des approvisionnements extérieurs. Les coopératives rurales doublent en nombre, entraînant une diffusion rapide des techniques nouvelles et un suivi accru des récoltes. Les brigades mixtes complètent cette dynamique. Soldats et volontaires relancent les activités agricoles en parallèle des actions de sécurité. Le terrain devient un espace de coproduction. Sécurité, production, distribution, confiance. Les écoles rouvertes servent parfois de centre d'appui logistique pour les récoltes. Les puits deviennent les noyaux autour desquels se recomposent marchés et troupeaux. La chaîne de reconstruction se lit dans les détails, du retour à la culture, de la culture au marché, du marché à la stabilité ressentie. Ainsi, les données
ne décrivent pas seulement un progrès, elles montrent comment un pays entier organise sa résilience. Leur cohérence interne révèle un modèle: sécuriser, produire, redistribuer, puis stabiliser. Et c'est cette cohérence, visible et mesurable, qui ancre la méthode d'Ibrahim Traoré dans une réalité vécue, loin des discours abstraits. Deux visions contradictoires s'affrontent autour de la trajectoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. La première, souvent portée par certains observateurs internationaux, souligne un risque: celui d'un recentrage excessif du pouvoir et d'une autonomie économique jugée trop ambitieuse pour un pays enclavé. Ils craignent que la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance énergétique ou la reconstruction rapide des services publics ne finissent par isoler le pays sur la scène régionale. Pour le danger réside dans une possible réduction des échanges, une méfiance accrue des partenaires extérieurs et un affaiblissement des contre-pouvoirs politiques. Une seconde lecture, ancrée dans l'expérience des habitants, raconte tout autre chose. Pour eux, l'autonomie n'est pas un slogan politique, mais une condition de survie. Elle se mesure dans les récoltes revenues, les puits restaurés, les marchés rallumés, les écoles rouvertes. Quand nous cultivons le riz qui nourrit nos enfants, ce n'est pas de la politique, c'est la liberté, résume un agriculteur d'Abbé. Cette vision accorde plus de valeur aux transformations tangibles qu'aux analyses à distance. Elle observe que les coopératives doublent, que les familles déplacées reviennent et que les infrastructures rurales se multiplient à un rythme rare. L'accompagnement d'Ibrahim Traoré se situe précisément entre ces deux pôles. Il articule discipline financière, stratégie militaire et reconstruction civile de manière à répondre simultanément aux inquiétudes extérieures et aux aspirations locales. Les données disponibles illustrent cette synthèse: retour massif des déplacés, redéploiement coordonné des bataillons, investissements agricoles de grande ampleur, réduction des délais administratifs et hausse mesurée de la production locale. Chaque statistique n'est pas une preuve isolée, mais un segment d'un modèle fondé sur la cohérence, la stabilité et la participation communautaire. Ainsi se construit l'argument renforcé: la stratégie actuelle ne se limite pas à proclamer une autonomie, elle en démontre les mécanismes. Les critiques identifient les risques, les habitants montrent les effets, les chiffres confirment la dynamique. Le Stillman, ici, ne recherche pas un vain compromis. Il révèle comment une méthode surgie de l'urgence devient un socle durable, capable d'équilibrer souveraineté, dignité et développement local. La reconstruction cesse d'être un simple résultat et devient une dynamique autonome portée par les habitants eux-mêmes. Ce qui, quelques mois plus tôt, relevait de l'urgence militaire se transforme en mouvement collectif. Les puits restaurés attirent maintenant marchés et troupeaux, les écoles rouvertes réorganisent les journées et les familles réinvestissent leurs terres avec une assurance nouvelle. L'élan ne vient plus seulement d'en haut, il circule entre les villages, les coopératives, les brigades mixtes et les jeunes volontaires. Dans cette phase médiane, la logique change d'échelle. Là où la peur dictait le tempo, la confiance active impose désormais son rythme. Les initiatives locales se multiplient: culture rapide, petits élevages, ateliers communautaires, appui scolaire, organisation des récoltes. Chaque action crée un précédent, et chaque précédent ouvre un nouvel espace de stabilité. La stratégie portée par Ibrahim Traoré ne se contente plus d'encadrer, elle catalyse, elle amplifie, elle donne un cadre à une énergie déjà diffuse. Le midpoint révèle donc l'essentiel: la sécurité n'est plus une réponse, c'est un élan partagé. Et cet élan redéfinit la façon dont les communautés habitent leur territoire. Les effets concrets de la stratégie engagée apparaissent désormais dans quatre sphères distinctes:
chacune révélant comment l'articulation sécurité-développement modifie durablement la vie quotidienne. Les données issues du terrain, croisées avec les retours des habitants, permettent de comprendre comment une méthode conçue dans l'urgence s'est transformée en moteur d'équilibre pour l'ensemble du pays. La présence continue d'Ibrahim Traoré, visible dans de nombreux villages, renforce encore cette dynamique. Le pays retrouve une cohérence territoriale que l'on croyait perdue. Les, les principales routes du Nord sont rouvertes, permettant la circulation des biens essentiels et la coordination rapide entre brigades mixtes. Les marchés régionaux reprennent leurs cycles habituels, signe d'un rétablissement économique réel. Les familles déplacées réintègrent leur village à un rythme massif, structurant un retour à la normalité qui consolide l'unité nationale. Les infrastructures rurales modernisées, puis réseaux hydrauliques, écoles restaurées, deviennent la colonne vertébrale de cette cohésion retrouvée. L'impact est mesurable. La production de riz augmente de 11%, tandis que les importations alimentaires chutent d'un quart. Ces deux évolutions créent un effet double, une dépendance moindre aux flux extérieurs et une valorisation du travail local. Les coopératives agricoles doublent leur nombre, stimulant la diffusion de techniques nouvelles et réduisant les délais administratifs de 38%. Les investissements, plus de 592 milliards de FCFA, agissent comme un accélérateur. Chaque franc dépensé se transforme en activité productive, en formation, en capacité nouvelle. Les marchés locaux, autrefois fragiles, reprennent vigueur autour des points d'eau restaurés. Dans les villages, la transformation se lit dans les gestes simples. Les enfants retournent à l'école, les mères relancent les cantines communautaires, les jeunes participent aux brigades mixtes. La peur reflue, remplacée par une confiance active qui nourrit un engagement collectif. Les puits reconstruits deviennent des centres de sociabilité où s'organisent marchés, ventes rapides et échanges d'informations. L'État, souvent perçu comme lointain, se matérialise à travers chaque action visible. Ici, la présence d'Ibrahim Traoré n'est pas symbolique. Elle signale que la souveraineté se construit avec les habitants et non depuis un bureau. Dans l'ensemble du Sahel intérieur, la stabilité burkinabé exerce une influence contagieuse. Les retours massifs créent une densité humaine nouvelle qui sécurise les frontières vivantes entre villages. Les couloirs humanitaires fonctionnent, permettant une meilleure coordination avec le Mali et le Niger. Et lorsque les marchés renaissent autour des puits restaurés, ils attirent les éleveurs et commerçants voisins, réactivant des circuits hmm, régionaux longtemps interrompus. Ainsi, les quatre sphères forment un tout cohérent: sécurité, confiance, activité, stabilité. Et cette dynamique, visible dans chaque village, illustre la portée de la méthode portée par Ibrahim Traoré. Trois trajectoires se dessinent pour les mois à venir, chacune s'appuyant sur les dynamiques déjà visibles sur le terrain. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais offrent une manière structurée de lire ce qui peut advenir lorsque sécurité, production locale et cohésion communautaire interagissent. Dans un contexte encore mouvant, le pays avance avec un équilibre subtil entre continuité, adaptation et vigilance. La croissance agricole se stabilise autour de 5%, portée par les filières modernisées et la diminution progressive des importations. Les zones sécurisées s'étendent, mais à un rythme modéré, dépendant des ressources logistiques et humaines. Les brigades mixtes maintiennent leur travail de terrain, donnant de la prévisibilité aux familles. Ce scénario repose sur une continuité maîtrisée: formations agricoles régulières, entretien des puits restaurés, coordination régionale prudente. La stabilité reste fragile mais réelle.
Si les partenariats avec le Mali et le Niger se renforcent et si les marchés régionaux continuent de se structurer autour des points d'eau modernisés, une dynamique ascendante peut s'enclencher. La production agroalimentaire transformée, riz, volaille, bétail, mangue, augmente en volume, attirant capitaux et échanges africains. Trial City, en tant que prototype d'autosuffisance, sert de vitrine à un réseau d'écovilles sahéliennes. Ce scénario exige un alignement des conditions politiques régionales et une stabilité interne soutenue. Dans cette perspective, l'action coordonnée d'Ibrahim Traoré devient un pivot essentiel. Une combinaison de sécheresse, de hausse des prix mondiaux du carburant et d'éventuelles tensions régionales pourrait ralentir la dynamique actuelle. Les programmes agricoles souffriraient d'une augmentation du coût des intrants. Les familles ressentiraient la pression économique plus fortement. Toutefois, le réseau communautaire construit ses derniers rois. Coopératives, brigades mixtes, services publics ruraux offrirait un amortisseur minimal, évitant un retour au chaos. Cadre de réflexion pour les 12 mois à venir. Plutôt que de chercher la certitude, il est utile d'adopter un raisonnement conditionnel. Si la stabilité territoriale se maintient, alors les investissements ruraux continueront à produire leurs effets. Si les filières modernisées tiennent, alors la souveraineté alimentaire progressera. Ce cadre aide à penser en termes de levier plutôt qu'en termes de prédiction. Les effets de la reconstruction ne se mesurent pas seulement dans les chiffres ou dans les infrastructures visibles. Ils se lisent dans la manière dont chaque groupe social retrouve une place, un rôle, une perspective. Des communautés rurales, longtemps éprouvées, redécouvrent une forme de continuité. Champs cultivés, marchés réguliers, écoles qui reprennent leur rythme, entraide quotidienne. Ce retour à la normalité offre un repère précieux dans un pays où les ruptures ont été nombreuses. Les jeunes, engagés dans les brigades mixtes, trouvent une utilité immédiate à leurs efforts. Le travail conjoint avec les soldats crée des compétences, renforce le sentiment d'appartenance et leur donne un rôle actif dans la protection des villages. La reconstruction devient alors un apprentissage collectif, où chaque geste contribue à stabiliser l'environnement. Les familles, de leur côté, voient leur quotidien changer. Les puits restaurés facilitent les tâches domestiques, les marchés locaux améliorent l'accès aux denrées et la reprise des cantines scolaires soutient les enfants. Ces éléments simples mais fondamentaux rappellent que la dignité passe souvent par des détails concrets. Les institutions locales retrouvent elles aussi une vitalité nouvelle. Elles coordonnent les initiatives, suivent les besoins, réorganisent les priorités. L'État, autrefois perçu comme lointain, se matérialise désormais à travers ses actions de proximité. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans les villages renforce cette perception. Elle signale que la souveraineté se vit côte à côte avec les citoyens. Pour les spectateurs ou lecteurs, deux gestes restent possibles. Soutenir la circulation d'informations fiables et encourager les initiatives locales qui renforcent la cohésion. Ces contributions modestes créent un effet multiplicateur, car chaque action, même petite, participe au tissu commun. L'élan actuel ne peut durer que s'il s'appuie sur une architecture de solutions concrètes, accessibles et mesurables. La vision en cours se structure autour d'un enchaînement de 5 étapes complémentaires, pensées pour transformer des acquis fragmentés en stabilité durable. Chaque étape s'appuie sur les précédentes, créant une continuité qui réduit les ruptures et renforce la cohérence de l'action publique menée sous la direction d'Ibrahim Traoré. Chaque foyer est répertorié dans un système unique permettant de connaître précisément ses vulnérabilités, ses atouts et ses urgences. Cette collecte garantit que les interventions futures évitent les approximations et ciblent les priorités.
Le programme dédié aux familles vulnérables fournit un appui financier ainsi qu'un suivi personnalisé. L'objectif est simple: rétablir rapidement une autonomie productive qui limite la dépendance à l'aide extérieure. La vaccination, les soins maternels et les médicaments essentiels deviennent accessibles dans toutes les zones stabilisées. Une communauté qui se soigne est une communauté qui travaille, apprend et se projette. Les brigades mixtes supervisent la maintenance des installations restaurées. Chaque site fonctionnel devient un nœud où se croisent sécurité, économie et services sociaux. Les résultats sont mesurés régulièrement: production agricole, retour des familles, fréquentation scolaire, disponibilité de l'eau. Chaque indicateur oriente les décisions suivantes et prévient les dérives. En articulant ces 5 étapes, la stratégie transforme des victoires ponctuelles en structures durables, un pays où chaque citoyen participe à la souveraineté par ses propres gestes. Dans les villages du Nord, les images évoquées plus tôt, puis restaurées, écoles rouvertes, marchés improvisés, reprennent toute leur force comme un rappel direct des scènes décrites dans les premiers micro-cases. Là où les soldats et volontaires nettoyaient les ruines ou creusaient en quelques jours un puits salvateur, la vie s'organise désormais avec une régularité nouvelle. Les rires sous les manguiers, entendus à Tamasco, réapparaissent dans d'autres localités, signe que la peur ne dicte plus le rythme. La présence de terrains d'Ibrahim Traoré, évoquée comme celle d'un guide proche, continue de structurer la perception des habitants. Ils ne voient pas seulement un chef d'État, ils reconnaissent un acteur qui relie sécurité, travail et dignité. Chaque visite, chaque intervention, chaque geste de coordination renforce cette impression profonde de proximité active. Ce retour constant aux images simples, humaines, donne sens à la reconstruction. Il montre que la souveraineté n'est pas un concept lointain, mais un ensemble de gestes quotidiens que chacun peut reconnaître. Une dignité partagée peut changer un pays. La reconstruction enclenchée dans le Nord rappelle une vérité simple: un pays se rebâtit lorsque chacun trouve une place dans l'effort commun. Les marchés renaissants, les écoles ouvertes et les puits restaurés ne sont pas seulement des infrastructures. Ils sont les signes tangibles d'une volonté collective de transformer le quotidien. Ce mouvement, porté par les habitants eux-mêmes, montre qu'une société peut retrouver stabilité et dignité lorsque les initiatives locales se multiplient. Pour les spectateurs, lecteurs ou voyageurs curieux, une invitation demeure: observer, partager et encourager ces gestes qui tissent la cohésion. Soutenir la diffusion d'expériences locales ou de récits vécus permet de renforcer les liens entre villages et de nourrir un climat de confiance. Chacun peut devenir un relais d'informations fiables, un soutien à l'effort communautaire ou un témoin de la résilience en marche. Au-delà des chiffres et des analyses, cette histoire rappelle qu'un territoire peut changer lorsque les citoyens s'engagent ensemble. Alors, une question s'ouvre, simple mais essentielle. Quelle action, même modeste, pourriez-vous entreprendre pour renforcer votre propre communauté?